le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Vendredi 9 avril 2021, dernière sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h. Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Tout de suite, voici les informations. Aux États-Unis, Joe Biden a dévoilé le 8 avril des mesures visant à limiter la prolifération des armes à feu, la qualifiant d'épidémie aux États-Unis. Les fusillades sont un fléau récurrent. Le 1er avril, un homme a tué 4 personnes à Los Angeles. Le 22 mars, 10 personnes ont trouvé la mort au cours d'une fusillade dans le Colorado. Voici un reportage de confrère de la RT. Ces images font partie du quotidien des Américains. Ce jeudi, dans la petite ville de Bryan au Texas, un homme ouvre le feu dans un magasin d'ameublement. Bilan, un mort et plusieurs blessés, dont 4 grièvement. Quelques heures plus tôt, Joe Biden présente à la Maison-Blanche des mesures ciblées visant à limiter la prolifération des armes à feu, notamment une loi intitulée Signal d'alarme, permettant aux autorités de saisir temporairement les armes à feu d'individus considérés comme dangereux par la justice. L'idée que nous avons tant de personnes qui meurent chaque jour de la violence des armes à feu en Amérique, cela ternit l'image de notre nation. Je veux voir une loi nationale signal d'alarme ainsi qu'une législation pour inciter les États à promulguer leur propre loi signal d'alarme. Aujourd'hui, je demande au ministère de la Justice de publier un modèle de loi signal d'alarme afin que les États puissent commencer dès maintenant à élaborer leur propre loi. Autre mesure annoncée, lutter contre les armes fantômes fabriquées de manière artisanale et qui n'ont pas de numéro de série. Au total, ce sont 6 décrets qui ont été annoncés, mais leur portée reste faible, Joe Biden ne pouvant faire adopter au Congrès des actions plus audacieuses en raison de la très courte majorité parlementaire des démocrates. Le Congrès peut faire beaucoup plus pour contribuer à cet effort et il peut le faire dès maintenant. Les membres du Congrès ont offert beaucoup de pensées et de prières, mais ils n'ont pas adopté une seule nouvelle loi fédérale pour réduire la violence liée aux armes à feu. Assez de prières, il est temps d'agir. Les armes à feu, un sujet ultra sensible aux États-Unis et qui divise. L'ancien président Donald Trump a reçu des dizaines de millions de dollars pour ses 2 campagnes présidentielles de la National Rifle Association, le puissant lobby protégeant le droit de posséder et de porter des armes. Un droit fondamental pour de nombreux Américains. Joe Biden a d'ailleurs assuré qu'aucune des mesures dévoilées n'empiétait sur le second amendement de la Constitution. En janvier 2021, plus de 2 millions d'armes ont été vendues outre-Atlantique. C'est 80% de plus par rapport à janvier 2020. Une frénésie reflétant les inquiétudes des Américains dans un climat politique et sanitaire très tendu. Depuis le début de l'année aux États-Unis, plus de 11 000 personnes ont déjà été tuées par une arme à feu. Décès du prince Philippe. Le prince Philippe, duc d'Édimbourg, s'est éteint à l'âge de 99 ans. Annoncé vendredi le palais de Buckingham. Il aura été aux côtés de la reine Elisabeth II pendant 73 ans. Voici un reportage signé Radio-Canada. Toujours 2 pas derrière. Il aura passé la majorité de sa vie dans l'ombre de la reine Elisabeth II. Homme dur selon certains, cocasse pour d'autres, le prince Philippe était peut-être l'un des personnages les plus difficiles à cerner de Buckingham Palace. Né prince de Grèce et du Danemark en 1921, il quitte l'île de Corfou en catastrophe alors qu'il n'a qu'1 an et demi. La monarchie grecque vient de tomber, sa famille se réfugie en France. Sa mère souffre de schizophrénie. Son père part vivre à Monaco. Le jeune prince se destine à une carrière militaire. Il devient aussi un athlète accompli. À 18 ans, il s'engage dans la marine anglaise et rencontre pour la première fois Elisabeth venue visiter le collège naval. La jeune princesse n'a alors que 13 ans, c'est le coup de foudre. Le couple entretient une correspondance jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Philippe combat pendant 6 ans sur les eaux d'Europe et d'Asie. À son retour en 1946, le jeune prince est premier lieutenant d'un destroyer et n'a pas oublié Elisabeth.
Pendant des mois, ils se fréquentent, mais le mariage semble impossible. Philippe n'a plus de trône et l'entourage de la princesse craint que le jeune homme au franc-parler ne respecte pas le protocole. Mais le public séduit en décidera autrement. En novembre 1947, leur rêve se réalise. Un an plus tard, Charles voit le jour, mais leur bonheur est de courte durée, le roi George VI meurt. Élisabeth accède au trône à seulement 27 ans. Pour Philippe, ce couronnement signifie la fin de sa carrière militaire et contrairement aux femmes de souverains, il ne pourra jamais devenir roi. Le prince devra se contenter d'un rôle secondaire et surtout d'être le plus discret possible. Il portera le titre de prince consort. Avec ses nombreuses gaffes et faux pas, le prince amuse les Anglais. Certains diront qu'il avait un charme indéniable. D'ailleurs, les journaux à potins vont rapporter plusieurs frasques amoureuses hors mariage. Mais pour beaucoup, le prince Philippe était un homme de principe qui croyait en la famille et qui a fini par avoir le respect des Britanniques. En mai 2017, à 95 ans, il s'est retiré de la vie publique. Il était le soutien indéfectible de la reine. Ici Azeb Odlegergis, Radio-Canada, Montréal. Irlande du Nord, de nouveaux heurts à Belfast, malgré les appels au calme de Londres. Dublin et Washington, de nouvelles violences éclatent en Irlande du Nord, agitées depuis une semaine par des heurts, comme la province britannique n'avait plus vu depuis des années. À Belfast, la police anti-émeute qui fait face aux manifestants républicains reçoit des jets de pierre et des cocktails Molotov et réplique avec des canons. Ouvre aussi un reportage signé TV5 Monde. Face à la police anti-émeute, des manifestants républicains. Depuis plus d'une semaine, des scènes de violence secouent Belfast, principalement dans des zones loyalistes à majorité protestante. Des heurts inédits depuis 1998 et les accords de paix. Un bus a été incendié hier avec son chauffeur à bord et des cocktails Molotov ont été lancés en direction des barrières métalliques qui séparent les quartiers catholiques et protestants de la ville. Londres et Dublin ont appelé au calme, sans succès. Je suis profondément préoccupé par les scènes de violence en Irlande du Nord. La façon de régler les différends, c'est par le dialogue, et non par la violence ou la criminalité. Une cinquantaine de policiers ont été blessés dans ces affrontements, des événements qui font ressurgir le spectre des 3 décennies de troubles. 3500 personnes sont mortes dans ces conflits entre républicains, principalement des catholiques partisans de la réunification avec l'Irlande, et des unionistes, protestants, fervents défenseurs de l'appartenance au Royaume-Uni. Des tensions ravivées par le Brexit et l'introduction des contrôles douaniers entre Royaume-Uni et Union européenne. Une situation dénoncée par les unionistes qui y voient une trahison de la part de Londres. Les scènes auxquelles nous avons assisté hier soir et les soirs précédents dans diverses régions d'Irlande du Nord sont totalement inacceptables. Depuis quelques mois, nous sommes tous conscients des tensions qui couvent dans certaines parties de notre communauté à cause du Brexit. La plupart d'entre nous, y compris ceux qui s'opposent au Brexit, ont une certaine sympathie pour les personnes qui se sentent trahies. Alors que la situation reste tendue, la Maison-Blanche a elle aussi exprimé son inquiétude et appelé au calme. Éthiopie, au moins 300 morts dans des violences ethniques en masse. Des affrontements entre des membres de l'ethnie Amhara et Oromo ont fait plus de 300 morts le mois dernier, selon un responsable fédéral. Voici un reportage signé Africa News. Le mois de mars 2021 aura été particulièrement sanglant en Éthiopie. Selon un responsable fédéral, les affrontements entre Amhara et Oromo, les 2 plus grands groupes ethniques du pays, ont fait plus de 300 morts le mois dernier. Les violences ont commencé le 19 mars après qu'un imam de l'ethnie Oromo a été abattu devant une mosquée, provoquant des affrontements entre forces de sécurité Amhara et civils Oromo. Depuis des décennies, les Oromo se disent marginalisés économiquement et politiquement. Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, fait partie de cette ethnie. Et avec son arrivée au pouvoir, c'est la première fois qu'un Oromo dirige le pays. Mais cela ne semble pas avoir apaisé les tensions ethniques. De nombreux nationalistes Oromo lui reprochent en effet de ne pas assez défendre les intérêts de sa communauté. Pays peuplé de 110 millions d'habitants, l'Éthiopie est depuis 1995 une république fédérale divisée en régions établies sur des bases ethniques. Mais ces dernières années, les violences ont mis à mal ce type de fédéralisme. C'est dans ce contexte tendu que les élections législatives et régionales doivent se dérouler au mois de juin.
Les élections présidentielles au Bénin, le gouvernement met en avant un bilan économique positif, alors qu'il avait déclaré lors de son ascension à la présidence en 2016 qu'il ne se représenterait pas. Patrice Talon est bien candidat à un deuxième mandat pour le scrutin du 11 avril. Son premier mandat est marqué par des bonnes performances économiques. Les analystes pointent le recul démocratique du pays. Voici un reportage signé France 24. Dans le département des Collines, au centre du Bénin, c'est la course à la production de coton depuis que l'État ne contrôle plus l'or blanc. Résultat, le nombre de producteurs à Savalou a doublé. Selon les chiffres de l'Union communale des coopératives villageoises, il serait 6500 aujourd'hui contre un peu plus de la moitié il y a 5 ans. Avant, vous vendez le coton, c'est 3 voire 6 mois. On attend même l'argent jusqu'à la nouvelle campagne. Mais aujourd'hui, vous vendez 5 jours après le ramassage, vous êtes rentré en possession de votre argent. Dès son arrivée à la présidence du Bénin, l'ex-homme d'affaires Patrice Talon, qui a lui-même fait fortune dans le coton, privatise le secteur. 2 ans plus tard, c'est le boom de l'or blanc avec des récoltes records. Le pays devient le premier producteur de coton en Afrique. Aujourd'hui, quand tu vends ton coton, tu as l'argent. Tu paies la scolarité de tes enfants. On arrive à construire là où on va dormir. Investissement tous azimuts, comme dans l'énergie, dans les routes ou dans l'accès à l'eau. Conséquence, dans l'espace ouest africain, le Bénin est le pays qui consacre la plus grande part de son PIB à l'investissement. Au démarrage de ce quinquennat, que 2 personnes sur 5 avaient accès à l'eau potable globalement. Aujourd'hui, nous sommes à 70% de taux de couverture du pays. Mais pour certains dans l'opposition, ces investissements massifs n'ont pas d'effet sur le panier de la ménagère. Nous, ce qui nous intéresse, quelle que soit la politique que le gouvernement fait, il faut que ce soit l'homme au cœur. Mais là, rien du tout. Rien du tout alors. C'est la pression fiscale est trop forte et l'inflation. Le dernier rapport de la Banque mondiale pointe du doigt la question de la répartition des richesses. La situation économique ne favoriserait pas les populations les plus vulnérables. Le président actuel qui est là, qui dit que tout va bien. Normalement, si tout va bien, on doit sentir ça. L'argent va descendre de haut jusqu'en bas. Aujourd'hui, l'argent est pris en otage. Depuis l'année dernière, la Banque mondiale a classé le Bénin dans le groupe des pays à revenus intermédiaires, à côté de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Il quitte pour la première fois la liste des pays à faible revenu. Et voilà, c'est le terminus de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce vendredi 9 avril 2021. Bon début de week-end à vous tous et à toutes. Présentation Erlich Dorelas. Production Ed Prod. Réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna. Repérons la température pour aujourd'hui. Côté température pour ce vendredi. Oui, température sur Boston 63 degrés. Fahrenheit, 17 degrés Celsius, voilà. Et Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.